crise. Crise morale, sociale, économique. Notre responsable aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour demain, est de rassembler le peuple de France, de ne pas opposer les habitants les uns aux autres, de ne pas orchestrer des divisions qui gangrènent toujours un peu plus notre République laïque, fraternelle et solidaire. Rassemblement des forces de gauche, promotion de nos valeurs, choix de rassemblement plutôt que de la division. Nous sommes très fiers de notre action pour le Loiret et pour notre pays. Alors, mesdames et messieurs, je nous souhaite le meilleur pour les 20 et 25 mars. Depuis maintenant quelques jours, nous sommes d'abord abasourdis par l'ampleur de cette catastrophe et ses conséquences en chaîne, qui ne sont d'ailleurs pas totalement maîtrisées, donc pas encore totalement connues aujourd'hui. Et le fait que ça n'a évidemment pas exactement le même sens que ce qui s'était passé à Tchernobyl, où on pouvait mettre en cause l'incurie du système soviétique déliquescent. Là, c'est dans un pays qui, comme le nôtre, était un pays qui attachait beaucoup d'importance à la sécurité, qui avait des moyens technologiques, qui avait des ingénieurs très formés, et là, il faut savoir en tirer les leçons. Non pas d'une façon simpliste, d'une façon précipitée. Il y a l'émotion, elle est légitime, je l'ai évoqué, elle doit commander la solidarité, et puis il y a la réflexion, mais celle-ci ne doit pas être esquivée. Et elle doit nous amener à penser, nous réfléchissions déjà depuis plusieurs années à ce qu'on appelait le rééquilibrage du mix énergétique, de la proportion de chacune des sources d'énergie que nous utilisions. Mais là, nous allons d'abord demander d'urgence qu'on fasse une inspection tout à fait transparente et vraiment de façon indépendante des installations nucléaires qui existent en France. Il ne doit y avoir aucun tabou. Et s'il y a des risques, parce que certaines centrales s'avèrent être sur des zones sismiques qui peut-être sont plus exposées qu'on l'imaginait, on pense que c'est rationnel parce que tout de suite ça a été pointé, mais enfin en vérité il y en a d'autres. Et puis il y a eu d'autres types d'accidents ces dernières années, liés aux tempêtes, liés aux sécheresses, enfin voilà. Il y a la vétusteté aussi de certaines centrales. On a déjà fermé les centrales en France, donc il ne doit pas y avoir de réticence à l'idée que s'il faut en passer par là, il faut le faire. La question est pas de dire que c'est simple, que c'est simpliste, mais quand on voit la façon dont pendant des années, non pas qu'on pouvait prévoir quand et quand ça allait se produire, mais on a persisté à soutenir les dictatures dans le monde arabe, à dérouler le tapis rouge aux uns et aux autres, y compris à M. Kadhafi, alors que nous savions que dans ces sociétés, il y avait des révoltes, il y avait des gens qui se battaient pour les libertés, qui se battaient pour les droits de l'homme, il n'y avait pas que des islamistes, des dictateurs. On ne pouvait pas accepter cet argument selon lequel il valait mieux Ben Ali que les islamistes, il valait mieux pour Moubarak que les frères musulmans. On le savait qu'il y avait aussi des gens qui étaient dans les ligues des droits de l'homme, qu'il y avait des jeunes et des moins jeunes qui se révoltaient contre la corruption, contre l'accaparement des richesses par un petit clan au détriment de la population. Et bien maintenant, pour se rattraper, on fait un peu n'importe quoi. On a un président de la République qui, au lieu, nous avions proposé dès la fin du mois de février d'obtenir un accord de la communauté internationale et d'abord des partenaires européens, du Conseil de sécurité, pour non pas faire la révolution à la place des Libyens, mais au moins neutraliser M. Kadhafi, l'empêcher de bombarder sa population, obtenir pour cela un mandat international sur la base du droit international qui, légifère, enfin, a codifié l'obligation de protéger. C'est-à-dire qu'il dit qu'un État a l'obligation de protéger sa population. On avait touché le fond, avec M. Guéant, je crois qu'on a encore passé un niveau en dessous. Il a quand même trouvé le moyen aujourd'hui de déclarer que les Français ne se sentaient plus chez eux à cause des hordes d'immigration incontrôlées. Bon, d'abord, si on prend la chose simplement au pied de la lettre politiquement, je voudrais quand même leur faire remarquer que lui, M. Guéant et M. Sarkozy, gèrent la politique d'immigration et le ministère de l'Intérieur, soit directement, puisqu'il était le directeur cabinet de M. Sarkozy de 2002 à 2007, soit indirectement, en tant que président de la République et secrétaire général de l'Élysée, depuis 2002. Donc, si, après vous avoir dit, en 2002, en 2007, et pendant tout l'intervalle, que eux étaient garants, justement, qu'on arrêtait le laxisme, qu'on allait contrôler l'immigration, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, ils nous disent aujourd'hui qu'il y a une immigration incontrôlée, qui veut dire que les Français ne sont plus chez eux, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Mais surtout, on voit bien qu'ils sont tout simplement lancés dans une poursuite totalement dingue avec le Front National.
et qu'ils sont totalement déboussolés, totalement désemparés. Et que si M. Guéant ne sait pas comment répondre à la montée de l'extrême droite et à ce populisme démagogique autrement qu'en en faisant encore plus, et qu'il n'est pas capable de représenter les valeurs de la République, alors qu'il se taise ou qu'il s'en aille. S'il y a un moment où les Français ne se sentent pas bien chez eux, c'est quand les dirigeants de l'État, qui sont censés être les dirigeants de la République, ne sont même plus capables de défendre le b.a.-ba des valeurs de la République. On nous a dit quand Madame Brunel, récemment, députée UMP, on avait un peu oublié qu'elle avait quand même été porte-parole de l'UMP, a fait ce dérapage à propos des immigrés du Maghreb et de Tunisie qu'elle proposait de remettre dans des bateaux. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'elle a dit il y a trop d'immigrés, il faut les renvoyer chez eux. Elle a commencé par dire d'abord il faut répondre aux attentes des Français. Et par exemple, alors elle a parlé d'immigration, de polygamie, enfin on a le droit à tout. Et par exemple, concernant ces événements en Méditerranée. Donc là, c'est répondre aux attentes des Français concernant ce qui se passe avec les peuples qui se libèrent des dictatures. Eh bien, il faut dire qu'on va les remettre dans des bateaux. On n'a pas trop voulu rentrer dans le détail d'ailleurs, savoir si elle proposait carrément de les remettre dans les chadoups qui traversent la mer une fois sur deux et qui parfois, malheureusement, sont renversés, ou si bon, elle proposait d'autres types de bateaux. Mais on nous a dit après l'ordonnance, c'est un dérapage. M. Copé a dit non, elle n'a pas pu dire vraiment ce qu'elle pensait. Les autres l'ont un peu mollement désavoué. D'ailleurs, elle a dit qu'elle avait quand même reçu beaucoup de petits mots, qu'elle dirait pas de qui, mais enfin de beaucoup de ses collègues, et que visiblement elle n'avait pas été si isolée, si lâchée que ça. Mais enfin, où est le dérapage? C'est un dérapage généralisé. Quelques jours avant, M. Copé invitait un éditorialiste, Éric Zemmour, qui venait d'être condamné pour incitation à la haine raciale, devant le groupe parlementaire de l'UMP, à se faire acclamer parce qu'il proposait rien de moins que de supprimer les lois antiracistes. Lesquelles lois antiracistes de 72, celles, puisqu'il a mis en cause les lois qui permettent aux associations de se porter partie civile pour des cas d'incitation à la haine raciale, ont été votées à l'unanimité de l'Assemblée nationale en 1972 par tous les groupes UDF, RPR et les groupes de gauche. C'est-à-dire que c'est rien d'autre que la remise en cause de ce qui fait normalement consensus dans la République depuis toujours. Ni sous Pompidou, ni sous Giscard, ni sous Chirac, sous aucun président de droite, on n'avait jamais remis en cause ce b.a.-ba des valeurs communes de la République. Le refus, évidemment, de l'incitation à la haine, de la discrimination. Donc, on nous dit que c'est un dérapage, mais on avait déjà eu Godin qui, à propos de supporters d'une équipe de foot, qui soutenait l'équipe d'Algérie, ou une équipe d'Algérie sur laquelle hier avait parlé de déferlement de musulmans. On avait eu M. Ortoflo avec quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup qui a un problème et qui était condamné. Et chaque jour, c'est un nouveau dérapage. C'est tout simplement une majorité qui a perdu toute boussole, qui a perdu tout repère. Et qui, à partir de là, est lancée dans une espèce de stratégie du pourrissement, et qui, pour essayer d'esquiver la sanction des citoyens à l'égard de son échec économique, de son échec sur l'emploi, de son échec sur la justice fiscale, de son échec sur le comportement, eh bien, se dit, bon, on va essayer d'agiter une espèce de populisme anti-musulman, anti-immigré, anti-autre. Tout cela est indigne. Et tout cela est dangereux. Il est dangereux parce qu'on a face à nous une extrême droite qui est en train de changer non seulement de visage, mais de stratégie. Non seulement avec Marine Le Pen qui se présente sous des dehors moins repoussants, une partie des médias d'ailleurs contribue à une complaisance qui s'installe en banalisant la figure de Marine Le Pen, et elle-même, on le voit, pour éviter d'être enfermée dans les postures caricaturales de son père, antisémite, vieille extrême droite, colonialiste, OS, etc., donne l'impression de se couler dans le moule de la République, se revendique de la laïcité, en fait, mieux revenir à son thème constant, le rejet des immigrés, des musulmans. Elle parle de la République et du modèle social pour dénoncer la mondialisation, essayer de récupérer un électorat populaire. Mais enfin, au passage, évidemment, elle n'hésitera pas de nouveau à parler d'occupation à propos des musulmans qui prient dans la rue. C'est pas qu'on est pour banaliser le fait de prier dans la rue. Enfin,
il faut être conséquent. C'est pas la peine d'un côté de vouloir interdire la construction de lieux de culte, et de l'autre côté de se plaindre que des gens crient dans la rue, etc., etc. Et donc au moment où au contraire il faudrait faire preuve de netteté, de fermeté, continuer à maintenir un cordon sanitaire idéologique, politique, très clair à l'égard du Front National. On a une UMP qui chevauche les mêmes thèmes, qui contribue à la banalisation et qui, du coup, est maintenant traversée de nouveau par un débat qu'on avait cru définitivement clos, parce qu'il y avait déjà eu lieu dans les années 80-90, qui était celui de l'alliance avec le Front National. Et on se souvient que ça avait été une décision extrêmement importante, à laquelle un certain nombre d'entre nous ont contribué en menant des campagnes dans l'opinion, pour demander qu'il y ait un cordon sanitaire, mais qui avait abouti à ce que les dirigeants de la droite de l'époque, Jacques Chirac en tête, et Dieu sait si nous l'avons combattu sur beaucoup de terrains, et si lui-même parfois a eu des expressions malheureuses, je pense au bruit, à l'odeur, etc., mais avait fini par dire il faut que clairement, parce que c'est dans la cohérence de nos convictions gaullistes, républicaines, nous disions pas d'alliance avec le Front National, pas de compromission avec l'extrême droite. Et ils en avaient tiré les conclusions quand, ça n'avait pas été simple, un certain nombre d'autres dirigeants, je pense à Charles Millon, je pense à Jacques Lang, etc., avaient voulu faire ces alliances dans la région. Et ils avaient coupé avec ces dirigeants de la droite. Et bien aujourd'hui, on a une UMP où le débat est entre ceux qui veulent faire des alliances, ceux qui veulent reprendre des idées. Moi, je dis à M. Coplet, ni les alliances, ni les idées. Quand vous mettez le doigt dans cette logique-là, vous prenez le risque de pourrir la République. Vous prenez le risque de la livrer à toutes les aventures. Et à ce que demain, on se retrouve avec ce qu'on a réussi à éviter jusqu'ici en France. C'est-à-dire une alliance de la droite et de l'extrême droite, d'abord dans des régions, dans des collectivités locales, puis demain la tentation de le faire au gouvernement. En France, on n'a pas eu Jörg Haider au gouvernement. Vous vous souvenez, ce leader d'extrême droite autrichien qui s'était retrouvé, justement, au nom du fait que bon, il fallait bien essayer de faire des arrangements pour battre la gauche, dans un gouvernement avec la droite classique. Parce que ça ne se fait jamais sans conséquence. Parce qu'il y a toujours des concessions qui sont faites à ce moment-là. On se souvient du débat sur le code de la nationalité. On se souvient du débat sur le fait qu'il ne faudrait pas accorder aux étrangers, au nom de la préférence nationale, les mêmes droits sociaux, les mêmes droits à la santé, les mêmes droits à la scolarisation, les mêmes aides sociales pour les familles, etc. Tout ce qu'ils ont tenté de faire dans leur commune. Mais heureusement, il y avait eu des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, tout cela a été brisé. Mais si on rompt avec ces valeurs républicaines, non seulement on ne fera pas reculer l'extrême droite, mais on dénaturera, alors là oui, vraiment la France. Là oui, on ne reconnaît plus la France, comme le dit Martine Aubry. Là, ce n'est plus la France qu'on aime. Et ce n'est pas comme ça qu'on répond à l'extrême droite. Alors oui, c'est une bataille qui est difficile. Eh bien, la gauche doit être l'antidote à cette désespérance qui nourrit l'extrême droite. Et pour être une réponse à l'extrême droite, il faut apporter des réponses aux problèmes que se posent les gens. Et non pas des réponses à la démagogie, mais des réponses aux questions que se posent les gens sur le devenir de l'économie dans notre pays, sur la place de la France dans le monde, sur la question de savoir si nos enfants, les futures générations auront un avenir, et un avenir meilleur que nous-mêmes, ce qui a quand même été toujours le moteur du progrès dans nos sociétés. Le fait que l'on se disait que par l'éducation encore meilleure que celle que nous avions pu recevoir, par le progrès technologique, par l'amélioration des conditions de travail, par l'amélioration du niveau de vie global et la redistribution de ces richesses, eh bien les futures générations auraient l'occasion de monter sur nos épaules et d'aller un peu plus haut. Alors c'est vrai que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui, dans le sentiment qu'on a qu'il y a un déclin industriel, qu'il n'y a plus de stratégie de redistribution sociale, qu'il n'y a pas de justice sociale. C'est à cela qu'il faut répondre. C'est par une réponse à ces questions-là, à celle aussi tout simplement des conditions de vie, du logement. On l'a dit souvent ces derniers mois, on le voit tous les jours quand on discute avec nos concitoyens. Comment se fait-il que des gens qui travaillent, il y a aujourd'hui d'abord 6 millions de salariés en France qui gagnent moins de 750 € par mois, qui sont dans des temps partiels imposés, qui bossent mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et il y a des gens qui aujourd'hui n'arrivent même plus à payer le loyer, parce qu'on a laissé la spéculation, ça a commencé à Paris, dans le cœur de quelques grandes villes, et maintenant c'est dans un nombre de plus en plus important d'endroits. Bouffer les conditions de logement, les loyers qui flambent, 40% du revenu consacré à un logement. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Voilà, il faut apporter des réponses à ça.